Ils l'ont traité d'imprudent. À seulement 35 ans, Ibrahim Traoré se tenait devant une mer de diplomates à Nairobi, accusé de menacer le cadre juridique de l'Union africaine. Un délégué occidental alla jusqu'à évoquer des conséquences juridiques pour avoir mis en danger la stabilité régionale. La salle bourdonnait de murmures, certains moqueurs, d'autres inquiets. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est ceci. Traoré n'était pas venu pour s'excuser, mais pour éveiller les consciences. Dans ses mains, il tenait une proposition confidentielle, un plan pour une nouvelle monnaie africaine, contournant le franc CFA. Ce qui avait commencé comme une menace de sanctions s'apprêtait à déclencher un mouvement d'unité africaine et d'autonomie que nul tribunal ne pourrait réduire au silence. Si vous croyez que l'Afrique mérite de tracer son propre destin, si vous croyez que de jeunes dirigeants comme Ibrahim Traoré allument une flamme de courage, d'unité et d'indépendance à travers le continent, alors ne vous contentez pas de regarder, faites partie du mouvement. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre chaque pas audacieux vers la nouvelle monnaie africaine et une véritable autosuffisance. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que les plus grandes histoires de l'Afrique restent à écrire. Ensemble, nous ne faisons pas que témoigner de l'histoire, nous la façonnons. Il disait qu'il était trop jeune pour comprendre la diplomatie. À 35 ans, le capitaine Ibrahim Traoré entra au sommet économique de l'Union africaine à Accra sans cravate, sans prompteur et sans peur. Les chuchotements l'accompagnaient, certains le qualifiaient de populiste, d'autres de marionnette militaire. Mais la véritable tempête éclata lorsqu'il rejeta publiquement le paquet d'aides financières proposées, conditionné à une supervision occidentale. Ces mots furent tranchants. Nous n'avons pas besoin d'une charité enchaînée. Des exclamations stupéfaites traversèrent la salle. Un représentant de l'IE l'accusa d'encourager une rébellion économique. Un autre menaça de porter l'affaire devant des instances juridiques internationales, qualifiant sa position de violation de l'alignement continental. À cet instant, Traoré semblait seul, du moins le pensait-il. Tandis que les médias le décrivaient comme impulsif, indiplomatique et dangereux, quelque chose d'inattendu se produisit. Un document fit surface, un texte qu'il avait discrètement remis à certains délégués avant le sommet. Il s'agissait d'une proposition de 28 pages pour un système de nouvelle monnaie africaine, une devise adossée aux ressources du continent, gouvernée par une coalition d'États africains indépendants, libérés de l'influence du FMI et de la France. Ce n'était pas une déclaration idéologique, c'était une proposition technique, détaillée et concrète. Ce que le monde voyait comme une défiance téméraire s'avéra être une préparation minutieuse. Il ne sabotait pas le sommet, il en redéfinissait le sens. En un seul geste, Ibrahim Traoré passa du statut de critique isolé à celui d'architecte inattendu d'une révolte monétaire. L'incompréhension, les menaces et les insultes n'avaient fait que mettre en lumière ce que l'Afrique attendait depuis longtemps. La dignité sans condition, l'autonomie sans excuse. La réaction fut immédiate. Dans les médias occidentaux, les titres décrivaient Ibrahim Traoré comme une force de déstabilisation. Un chef militaire menace l'unité économique africaine, titrait l'un d'eux. Derrière des portes closes, des conseillers juridiques issus d'anciennes puissances coloniales rédigeaient des communiqués incitant l'Union africaine à le sanctionner. L'accusation, son rejet du franc CFA et sa proposition de monnaie souveraine violaient les accords financiers régionaux. Un haut responsable français alla plus loin, avertissant de conséquences graves pour les pays qui suivraient son exemple dangereux. Le message était clair, se soumettre ou être isolé. Mais il l'avait totalement mal compris. Traoré ne prônait pas le chaos. Il affrontait un système qui, depuis longtemps, traitait les nations africaines comme des partenaires de second rang dans leur propre économie. L'initiative de la nouvelle monnaie africaine qu'il dévoila ne visait pas simplement à remplacer une monnaie par une autre, elle cherchait à réécrire les règles de la dépendance. Sa proposition détaillait un retrait progressif de la zone CFA, la création d'une autorité monétaire panafricaine, ainsi que l'utilisation de l'or, du lithium et des surplus agricoles africains pour garantir une nouvelle monnaie numérique. C'était audacieux, certes, mais fondé sur une stratégie, et non sur des slogans. À mesure que l'indignation grandissait, le soutien aussi. Des mouvements de jeunesse au Sénégal,
au Mali et au Niger sont descendus dans les rues, non pas pour protester, mais pour célébrer. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un proposait une vision financière qui ne demandait pas la permission à Paris ou à Washington. Les menaces d'action juridique paraissaient désormais creuses face au grondement croissant d'un continent en train de s'éveiller à sa propre valeur. Traoré n'avait pas violé la loi, il avait brisé le silence. Et ce faisant, il avait ravivé le rêve d'une autosuffisance africaine. Lors d'une réunion de haut niveau à Addis Abeba, Ibrahim Traoré fut accusé de violer le code économique de l'Union monétaire ouest-africaine. Un délégué de la Côte d'Ivoire le qualifia ouvertement de « menace pour la stabilité régionale », tandis qu'un observateur européen avertit que ces propositions politiques récentes pourraient entraîner des sanctions financières ou même une mise à l'écart juridique. Traoré avait osé remettre en question la légitimité du franc CFA devant des dirigeants qui avaient longtemps bénéficié de son maintien. L'atmosphère devint glaciale. Certains murmuraient à propos de sanctions. D'autres exigeaient des excuses officielles. L'un d'eux alla jusqu'à suggérer que le droit de vote du Burkina Faso au sein de l'Union africaine pourrait être suspendu. Mais Traoré ne broncha pas. Au lieu de cela, il sortit de sa mallette une fine chemise noire. À l'intérieur se trouvait un document que beaucoup n'avaient entendu qu'à travers des rumeurs, le cadre fondateur d'un système de nouvelles monnaies africaines. Contrairement aux idées précédentes, il ne s'agissait pas d'un manifeste contestataire, c'était un plan minutieux, élaboré par des économistes, des data scientistes et des juristes burkinabés. Il proposait un modèle financier décentralisé basé sur l'infrastructure blockchain, adossé à la richesse minérale africaine et gouverné par un conseil tournant des nations africaines. Ce n'était pas seulement audacieux, c'était réalisable. Ce qu'il prenait pour une rébellion n'était, en réalité, qu'une réinvention. Traoré n'avait pas rompu les alliances, il en avait révélé la fragilité. Les menaces juridiques n'ont fait que renforcer son élan. En quelques jours, des syndicats étudiants à travers l'Afrique imprimèrent la phrase « Nous faisons confiance à l'or africain, pas à la permission européenne ». Ce malentendu, né d'intimidation légale, déclencha désormais une vague de soutien à une unité africaine fondée non sur la peur, mais sur une vision. Et pour la première fois depuis longtemps, les jeunes Africains n'attendaient plus qu'on vienne les aider. Ils suivaient désormais un homme qui leur avait offert quelque chose de bien plus puissant que la permission, un plan. Lors d'une conférence à huis clos à Dakar, le capitaine Ibrahim Traoré fut accueilli par des insultes voilées et des menaces à peine déguisées. Un haut représentant de la Banque centrale européenne le qualifia d'agitateur sans formation, avertissant que sa quête d'indépendance économique pourrait engendrer des répercussions juridiques au regard des accords financiers internationaux en vigueur. Certains délégués africains, façonnés par des années de dépendance, opinèrent en silence. Un ministre d'un État francophone l'accusa même de saboter les progrès régionaux pour sa propre gloire. Le message était clair. La vision d'autosuffisance de Traoré n'était pas seulement dangereuse, elle était illégale. Mais derrière le mépris, il y avait la peur. Traoré ne répondit pas avec colère. Il laissa passer les insultes, puis connecta calmement sa tablette à l'écran principal. Ce qui suivit ne fut pas un discours, mais une présentation. Diapositive après diapositive, il révéla l'architecture d'un cadre révolutionnaire, la nouvelle monnaie africaine. Fondée sur la transparence de la blockchain, alimentée par le commerce intra-africain et soutenue par une coalition de nations riches en ressources, cette initiative promettait une sortie de plusieurs siècles de contrôle financier étranger. Elle incluait des modèles de transition monétaire, des précédents juridiques issus de l'Amérique latine postcoloniale, ainsi que des partenariats avec des fintechs émergentes basées à Nairobi et Accra. Lorsqu'il eut terminé, la salle était silencieuse, non par mépris, mais par prise de conscience. L'homme qu'on avait tenté de rabaisser venait de les surpasser par l'intelligence, la stratégie et la vision. Les menaces n'avaient plus de poids. Ce qui paraissait autrefois comme de l'insubordination s'affirmait désormais comme une innovation. Traoré n'avait pas seulement défendu ses idées. Il avait brisé l'illusion selon laquelle les nations africaines devaient toujours demander la permission pour rêver. Dans cette salle, l'autonomie n'était plus une théorie, elle était devenue un plan. Et Ibrahim Traoré n'était plus seulement un soldat. Il était l'architecte d'un nouvel avenir financier.
Lors du Forum du développement de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, la tension était palpable lorsque le capitaine Ibrahim Traoré monta sur scène. La veille, une note anonyme avait circulé parmi les délégués, l'accusant de préparer un coup d'État financier contre la région. Ce mémo, truffé de jargon juridique, affirmait que la poussée de Traoré en faveur d'un nouveau système monétaire violait les protocoles commerciaux internationaux et pouvait entraîner des sanctions irréversibles. Plusieurs hauts responsables, dont des envoyés de la France et de la CEDEAO, l'avaient averti en privé. S'il poursuivait dans cette voie, l'aide étrangère au Burkina Faso pourrait être gelée et des tribunaux internationaux saisis. Il s'attendait à ce qu'il recule. Mais au lieu de cela, il dévoila son plan. Avec une précision calme, Traoré présenta les fondations de la nouvelle monnaie africaine. Une monnaie décentralisée, adossée aux ressources, ancrée dans des minerais africains comme l'or, le cobalt et le lithium. Ce n'était pas une simple théorie. Traoré exposa des études de faisabilité menées par des économistes à Bamako, des modèles techniques développés à Ouagadougou, ainsi qu'un projet pilote prévu avec 3 États enclavés en quête de liberté financière. Le système visait à réduire la dépendance aux francs CFA, à éliminer les frais de transaction hérités de l'époque coloniale et à réorienter des milliards vers les infrastructures africaines, au lieu du service de la dette étrangère. L'ambiance changea. Ce qui avait commencé par de la suspicion se transforma en un silence médusé. Les délégués qui doutaient de lui se penchèrent vers l'avant. Certains applaudirent même. Ce qu'on appelait la menace juridique n'était qu'une diversion destinée à intimider un homme qu'ils avaient sous-estimé. Mais Traoré était venu préparé, non avec de la défiance, mais avec des données. À cet instant, leur perception de lui changea. D'un militaire radical, il devenait un stratège capable de réécrire le destin financier de l'Afrique. L'attaque, censée l'isoler, avait au contraire allumé un feu d'autonomie africaine. Et ce feu ne cessait de se propager. Lors d'un point de presse à l'issue du dialogue économique panafricain à Nairobi, un journaliste d'un média européen posa une question tranchante. « Capitaine Traoré, croyez-vous vraiment qu'un soldat sans formation formelle en économie devrait proposer de nouveaux systèmes monétaires ?» La salle devint silencieuse. Les caméras firent un zoom. La question n'était pas seulement condescendante, elle visait à l'humilier. D'autres voix s'élevèrent, insinuant que son initiative pourrait enfreindre les règlements bancaires mondiaux et exposer le Burkina Faso à des sanctions économiques. Le ton bascula de la curiosité à l'affrontement. Une fois de plus, Traoré était traité non comme un chef d'État, mais comme un rebelle. Mais il ne répondit pas avec colère. Il leva un seul document dans les airs, une lettre d'approbation signée par plus de 20 économistes, banquiers et dirigeants de fintech africains. Puis, avec calme, il guida l'audience à travers le contenu du document. Le plan n'était pas le sien uniquement, il était le fruit d'une expertise africaine collective. La nouvelle monnaie africaine n'était pas simplement une substitution monétaire. C'était une rupture avec les derniers liens coloniaux. Il expliqua comment les nations africaines payaient chaque année des millions en frais de transaction simplement pour utiliser leur propre argent par le biais d'intermédiaires étrangers. Sa proposition visait à changer cela à jamais. À cet instant, ce qui semblait être de l'arrogance devint de la clarté. Ce qui ressemblait à de la défiance se transforma en logique. La foule n'éclata pas en applaudissements, elle saisit le basculement. Ibrahim Traoré n'était pas venu chercher l'approbation des élites mondiales. Il était venu révéler un chemin capable de libérer des millions de chaînes invisibles. Les menaces juridiques et les insultes destinées à le discréditer n'avaient fait qu'amplifier l'urgence de sa vision. Et à ce moment-là, même ses détracteurs comprirent une chose indéniable, l'autonomie africaine n'était plus un rêve. Elle avait trouvé sa voie et son architecte. L'histoire d'Ibrahim Traoré offre une leçon profonde sur le courage, la dignité et le pouvoir de la vision face à la résistance systémique. Elle nous rappelle que le véritable leadership ne consiste pas à se conformer aux attentes, mais à remettre en cause les structures qui ne servent plus le peuple. Dans un monde où l'Afrique a longtemps été reléguée au rôle de partenaire subalterne dans les affaires mondiales, la défiance de Traoré dans les forums économiques régionaux n'était pas de l'irresponsabilité. C'était une prise de position calculée pour la souveraineté.
Il a montré au continent que les transformations véritables commencent souvent dans l'incompréhension. Les accusations, les menaces juridiques et les insultes n'étaient pas la preuve de son échec. Elles prouvaient qu'il avait perturbé le confort de ceux qui profitaient du statu quo. L'une des leçons les plus durables de ses actions, c'est que la préparation est une forme de pouvoir. Traoré n'est pas entré dans ces réunions avec des slogans, il y est allé avec des données, des plans et une vision construite par des esprits africains. Il a prouvé qu'une rébellion sans plan n'est que du bruit, mais qu'une rébellion avec un projet devient un mouvement. Alors que beaucoup le tournaient en dérision pour son absence de formation académique en économie, il s'est entouré d'experts capables de maîtriser les mécanismes de la monnaie, du commerce et de la finance numérique. Il n'a pas cherché à tout faire lui-même, il a fait confiance à l'intelligence collective de son peuple. Et cela, en soi, est une leçon d'humilité et de leadership. Donner du pouvoir aux autres ne diminue pas un leader, cela renforce la cause. Tout aussi essentielle est la leçon sur le contrôle du récit. Pendant des décennies, les dirigeants africains qui résistaient à l'influence étrangère étaient dépeints comme dangereux, imprévisibles ou irrationnels. L'histoire de Traoré remet en question ce récit. Il n'a pas attendu que l'Occident valide ses idées. Au contraire, il s'est tourné directement vers la jeunesse africaine, les entrepreneurs et les intellectuels. Ce faisant, il a déplacé le centre de légitimité, le retirant des puissances mondiales pour le recentrer sur le continent lui-même. La viralité des hashtags comme #NewAfricanMoney et #AfricanSelfReliance n'était pas un hasard. Elle était le fruit d'un dirigeant conscient que les batailles ne se livrent plus seulement dans les salles de réunion, mais aussi dans l'arène numérique de l'opinion publique. La leçon est claire. Lorsque l'Afrique maîtrise son récit, elle reprend son pouvoir. La réaction à la proposition de Traoré a également mis en lumière les cicatrices psychologiques laissées par la dépendance coloniale. Certains responsables africains, formés dans des institutions occidentales, furent les premiers à le dénoncer. Non parce que ces idées manquaient de fondement, mais parce qu'ils redoutaient les conséquences d'un affront au système établi. Cela révèle une vérité plus profonde. Les systèmes de contrôle ne survivent pas tant par la force extérieure que par la peur intérieure. La confiance inébranlable de Traoré dans son projet a bouleversé cette peur. Il a défié ses pairs à dépasser le risque et à envisager la récompense, non pas pour le prochain cycle d'emprunt, mais pour la génération suivante. La leçon ici est celle de la libération mentale. La liberté ne commence pas avec une politique, elle commence avec une conviction. Il y a également une leçon de patience. Bien que son ton ait été direct et ses actions audacieuses, les échanges de Traoré avec des leaders comme Samia Suluhu ont révélé un homme capable d'écouter et d'évoluer. Il a compris que toutes les batailles ne se gagnent pas dans la confrontation. Certaines se remportent par la construction de coalitions. La force tranquille de Suluhu offrait un contrepoids complémentaire à son feu, démontrant que des styles de leadership différents peuvent servir une même cause. Leur rencontre a symbolisé un pont entre l'urgence et la stratégie, entre la résistance impulsée par la jeunesse et la sagesse issue de l'expérience. Le message est intemporel. Le véritable changement exige à la fois de la passion et de la patience, de la voix et de la vision. Peut-être que la leçon la plus puissante de toutes est celle-ci, les idées comptent. Sur un continent souvent décrit comme riche en ressources mais pauvre en idées, Traoré a démontré le contraire. Il a rappelé à l'Afrique et au monde que la chose la plus redoutée par un colonisateur n'est pas une arme, mais une idée dont l'heure est venue. Son plaidoyer pour la nouvelle monnaie africaine allait au-delà de l'économie. C'était une démarche philosophique. Elle posait des questions fondamentales. Pourquoi les nations africaines doivent-elles payer des frais pour utiliser leur propre monnaie? Pourquoi devons-nous demander la permission pour commercer entre nous? Pourquoi la dépendance est-elle perçue comme une forme de stabilité, alors que l'indépendance est vue comme une menace? Ces interrogations, autrefois confinées aux salles de classe et aux cercles de réflexion, résonnaient désormais sur la scène mondiale. Et ce changement de discours est une victoire en soi. En fin de compte, l'héritage du combat mené par Ibrahim Traoré ne réside pas uniquement dans la réussite ou non de son projet monétaire. Son véritable legs, c'est d'avoir osé rêver en public, sans s'excuser, au nom de millions de personnes à qui l'on a trop longtemps dit d'attendre.
Il a forcé le continent à poser des questions difficiles et à donner à la population la permission d'imaginer des réponses audacieuses. Que son nom figure ou non dans les manuels scolaires importe peu. Ce qui compte, c'est que ces idées ont déjà paix. Toute l'Afrique. Cette histoire nous enseigne que le leadership ne s'hérite pas, il se choisit, se mérite et se forge dans des moments de pression. Elle nous montre que l'avenir de l'Afrique ne lui sera pas offert, il devra être construit, mot par mot, politique après politique, main dans la main. Et dans une époque marquée par l'incertitude mondiale, la leçon de Traoré est plus pertinente que jamais. Quand on cesse de demander la permission, on commence à écrire sa propre histoire. Et cela, plus que tout le reste, est la leçon que l'Afrique devait se réapproprier. De nombreux spectateurs ont exprimé une profonde admiration pour le courage et la clarté d'Ibrahim Traoré. Un commentateur a écrit que Traoré avait dit tout ce que tant de dirigeants africains ont peur de dire, qualifiant sa position de tournant pour notre génération. Un autre a affirmé que, pour la première fois depuis des années, il se sentait fier d'être africain. Non pas à cause d'une gloire passée, mais grâce à une résistance bien présente. Ce sentiment fut largement partagé. Les gens n'étaient pas seulement émus par les paroles de Traoré, mais par la façon assumée avec laquelle il les a prononcées. Son refus de céder aux pressions extérieures a trouvé un écho puissant sur un continent lassé d'être constamment dicté. Plusieurs spectateurs ont souligné l'émotion ressentie en voyant Traoré défendre le concept de la nouvelle monnaie africaine face au mépris international. Un jeune étudiant du Sénégal a commenté « J'ai pleuré quand il a montré le dossier avec le plan économique. Pour une fois, nous ne demandons pas de l'aide, nous construisons notre propre système. » Un autre spectateur du Ghana a ajouté « Ce n'est pas juste une affaire du Burkina Faso. C'est pour nous tous. On a trop attendu un leader qui parle avec le feu et agit avec des faits. » Il y eut également des réflexions profondes sur la manière dont l'histoire de Traoré révélait la peur intériorisée dans la politique africaine. Un commentateur fit remarquer que l'opposition la plus agressive contre Traoré ne venait pas de l'Europe, mais de l'Afrique elle-même. Voilà à quel point le traumatisme colonial est enraciné, écrivait-il. Nous avons peur de notre propre liberté parce qu'on nous a appris que la dépendance, c'est la sécurité. Cette observation suscita des centaines de réponses, beaucoup reconnaissant que la libération psychologique devait précéder la transformation des politiques. Traoré, selon eux, faisait les deux, il défiait à la fois les mentalités et les systèmes. Nombreux sont ceux qui ont salué son approche calme et stratégique, notamment face au ton condescendant de certaines figures internationales. Il n'a pas crié, nota un utilisateur. Il a présenté un plan. C'est ça qui les a bouleversés. Le contraste entre la manière dont Traoré fut traité et la façon dont il a répondu a laissé une impression durable. Plutôt que de réagir émotionnellement aux menaces juridiques et aux insultes, il a répondu avec logique et vision. Cette maturité en a surpris plus d'un et a transformé des sceptiques en partisans. Enfin, la section des commentaires est devenue un espace d'unité. Des spectateurs venus de toute l'Afrique et de la diaspora se sont ralliés autour du message de Traoré, partageant des citations, identifiant leurs proches et demandant comment soutenir le mouvement. Des hashtags comme hashtag African Self-Reliance et hashtag We Are Ready ont inondé les réponses. Un spectateur des Caraïbes a écrit « Ce n'est pas juste un moment africain, c'est un moment noir mondial. Nous le ressentons tous. » Un autre ajouta « Ils ont essayé de l'isoler, mais ils nous ont seulement aidés à nous retrouver. » Les commentaires n'étaient pas de simples réactions, c'étaient des témoignages. Témoignages de fierté, de frustration, d'éveil et d'espoir. Ibrahim Traoré n'a pas seulement délivré un message, il a déclenché une conversation qui pourrait bien survivre aux politiques elles-mêmes. Pour le public, il ne s'agissait pas de politique, c'était personnel. Et la réponse a été sans équivoque, le temps du silence africain est révolu. Le temps de la redéfinition africaine est arrivé. À mesure que la section des commentaires continuait de croître, elle devint bien plus qu'un simple espace de retour d'expérience. Elle se transforma en une véritable agora numérique de la conscience africaine. De nombreux utilisateurs partagèrent comment l'histoire les avait inspirés à réévaluer leur rôle au sein de leur propre communauté. Un entrepreneur nigérian écrivit
Je pensais que le vrai changement ne pouvait venir que par des politiques imposées d'en haut. Mais Traoré m'a montré qu'une seule voix courageuse peut mobiliser des millions. Je vais commencer à sensibiliser mes clients à l'importance de la monnaie locale. Ce sens de la responsabilité personnelle, déclenché par un discours politique, révélait à quel point le message avait transcendé la politique pour entrer dans l'expérience vécue. D'autres ont réfléchi à la portée symbolique de la position de Traoré, notamment les jeunes Africains. Un spectateur de 22 ans, originaire du Kenya, écrivit « Pendant des années, on nous a dit d'étudier sérieusement et de respecter les règles. Mais ces règles n'ont jamais été écrites pour nous. Ce que Traoré a fait, c'est les réécrire publiquement. » Des commentaires similaires affluèrent, venant majoritairement d'étudiants et de jeunes diplômés qui voyaient en Traoré non seulement un président, mais un symbole générationnel. C'est l'un des nôtres, disait-il. Il parle comme nous pensons, comme nous avons toujours souhaité que nos dirigeants s'expriment.